En l'an 931, la Norvège change de souverain. Le vieux Harald à la belle chevelure, premier unificateur du royaume norvégien, cède son trône à son fils favori. Ce jour-là, personne ne se doute encore que le nouveau roi va transformer son règne en véritable bain de sang familial. Son nom restera gravé dans l'histoire comme l'un des plus sanglants de l'ère viking, Erik Haraldsson, qu'on surnommera bientôt Erik à la hache sanglante. Harald à la belle chevelure n'est pas un père ordinaire. Durant son règne, il a eu tellement de femmes et de concubines que personne ne sait exactement combien d'enfants il a engendrés. Les sources parlent de 20 fils, peut-être plus. Chaque fils né d'une union différente, chaque garçon représentant une alliance politique, un mariage stratégique. Harald a distribué des petits royaumes à tous ses fils, créant ainsi une mosaïque de mini-États à travers la Norvège qu'il venait d'unifier difficilement. Erik naît vers 885, fils de la princesse danoise Ragnhild Eiriksdotter. Cette origine maternelle noble le place d'emblée au-dessus de ses demi-frères, nés de mères moins prestigieuses. Son père le remarque rapidement parmi tous ses enfants. À 12 ans seulement, Harald offre à Erik 5 dracars, ces fameux navires de guerre vikings. Pour un garçon de cet âge, c'est une flotte considérable. Le message est clair. Erik est destiné à de grandes choses. Le jeune prince ne perd pas de temps. Dès qu'il reçoit ses navires, il prend la mer. Direction l'Est d'abord. Pendant 3 ans, Erik et ses hommes pillent les côtes du Danemark, de la Frise et de la Saxe. Partout où il passe, la terreur s'installe. Les villageois voient arriver ces dracars menés par un adolescent plus cruel que des guerriers chevronnés. Erik apprend vite les règles de la guerre viking. Frappez fort, frappez vite, ne laissez aucun survivant capable de se venger. Après ces 3 années à l'Est, Erik change de cap. Il dirige sa flotte vers l'Ouest, vers l'Écosse et la mer d'Irlande. 4 nouvelles années de raids, de pillages, de combats. Chaque expédition renforce sa réputation. Les skalds, ces poètes vikings, commencent à chanter ses exploits. Mais ils chantent aussi sa cruauté. Les chroniques de l'époque, notamment le Fagrskina, suggèrent qu'Erik gagne son surnom de hache sanglante durant ses expéditions. Sa lame ne fait pas de distinction entre guerriers et civils, entre hommes et femmes. En 920, Erik monte une expédition ambitieuse vers le Bjarmeland, dans le nord de la Russie actuelle. Cette terre lointaine et froide attire les Vikings pour ses richesses en fourrures et en argent. Erik remonte la rivière Dvina en 930, pillant tout sur son passage. Le petit port de commerce de Permina tombe sous ses coups. Les marchands locaux n'ont aucune chance face à ces guerriers du Nord. C'est lors d'une fête au Danemark, organisée par le roi Gorm l'Ancien, qu'Erik rencontre celle qui va changer sa destinée. Elle s'appelle Gunhild, fille du roi danois. Les chroniques décrivent une rencontre fulgurante. Le soir même de leur première rencontre, Erik et Gunhild se marient. Certaines sources racontent une toute autre histoire, bien plus sombre. Erik aurait rencontré Gunhild alors qu'elle vivait avec 2 sorciers finlandais qui lui enseignaient la magie noire en échange de faveurs sexuelles. Séduite par le jeune prince, Gunhild aurait incité Erik à tuer les 2 sorciers pour l'emmener avec lui. Quelle que soit la vérité sur leur rencontre, une chose est certaine. Gunhild devient rapidement bien plus qu'une simple épouse. Elle est conseillère, stratège et selon beaucoup sorcière. Les sagas islandaises la décrivent comme une femme au pouvoir terrifiant, capable de jeter des sorts mortels. Plus important encore, elle partage l'ambition dévorante de son mari. Ensemble, ils forment un couple redoutable. Harald à la belle chevelure vieillit. En 931, il prend une décision qui va déclencher une tragédie. Au lieu de partager équitablement son royaume entre tous ses fils, comme le veut la tradition scandinave, il nomme Erik grand roi, souverain suprême de toute la Norvège. Les autres fils reçoivent de petits royaumes subordonnés, mais Erik règne au-dessus d'eux tous. Cette décision brise toutes les règles. Dans la société viking, l'héritage se partage également entre tous les fils. Harald sait qu'il crée les conditions d'une guerre fratricide, mais il croit qu'Erik a la force nécessaire pour imposer son autorité. Le vieux roi se trompe lourdement sur un point. Il sous-estime à quel point son fils favori est prêt à tout pour garder le pouvoir. Erik monte sur le trône avec une obsession, éliminer toute menace à son pouvoir. Et les menaces, il en voit partout. Chacun de ses demi-frères gouverne un petit royaume, dispose d'une armée, de ressources. Chacun pourrait théoriquement contester son autorité. Dans l'esprit d'Erik, la solution est simple. Ils doivent tous mourir. Le premier fratricide survient rapidement après l'accession au trône. Les sources divergent sur l'identité de la première victime, mais elles s'accordent sur la méthode, brutale,
direct, sans avertissement. Éric n'envoie pas de message diplomatique, ne tente pas de négocier. Il débarque avec ses hommes dans le royaume de son frère et le tue. Certaines chroniques parlent de décapitation, d'autres d'exécution publique pour terroriser les partisans potentiels. Gunhild joue un rôle crucial dans cette campagne d'élimination. Les accusations contre elle sont nombreuses. Elle aurait utilisé sa magie pour tuer Halfdan Haraldsson le Noir, l'un des frères les plus populaires d'Éric. Halfdan représentait une menace sérieuse. Respecté, aimé du peuple, il aurait pu rallier les autres frères contre Éric. Sa mort mystérieuse, attribuée à un sortilège de Gunhild, ouvre la voie à Éric pour devenir l'unique successeur de Harald. Les meurtres s'enchaînent. Éric agit méthodiquement. Il frappe d'abord ceux qui disposent des armées les plus importantes, ceux qui contrôlent les régions les plus riches. Certains frères tentent de former des alliances défensives. Olaf Haraldsson Geirstadalf, roi de Vingulmark, s'associe avec Sigurd Haraldsson, roi du Trondelag. Ensemble, ils affrontent Éric près de Tunsberg. La bataille tourne au massacre. Éric écrase ses deux frères, qui meurent tous les deux sur le champ de bataille. Le nombre exact de frères tués par Éric fait débat parmi les historiens. Les sources les plus fiables parlent de 18 victimes, même si le titre mentionne 5 frères principaux qui représentaient les menaces les plus sérieuses. Un texte latin de l'époque décrit Éric comme fratris interfector, tueur de frères. Ce surnom colle à sa peau pour le restant de sa vie. Les méthodes d'Éric varient selon les circonstances. Parfois, il défie ouvertement ses frères en combat. D'autres fois, il utilise la ruse et l'assassinat. Certaines victimes sont décapitées publiquement pour servir d'exemple. D'autres disparaissent mystérieusement, probablement empoisonnées par Gunhild. Éric comprend que la terreur est une arme aussi efficace que la hache. Björn Farman, un autre frère, reçoit un sort particulièrement cruel. Roi de Vestfold, il est assassiné sur ordre d'Éric, alors qu'il ne représente même pas une menace directe. Son jeune fils Gudrud Björnsson échappe au massacre grâce à son oncle Olaf qui l'élève. Mais cette protection ne durera pas longtemps face à l'acharnement d'Éric. La campagne d'élimination dure environ 2 ans. 2 années pendant lesquelles Éric transforme la Norvège en terrain de chasse. Ses guerriers traversent le pays, de fjord en fjord, de royaume en royaume. Chaque fois qu'ils trouvent un frère d'Éric, le résultat est le même, la mort. Les populations locales assistent, terrifiées, à ce carnage fratricide. Beaucoup commencent à se demander quel genre de monstre ils ont comme roi. Un seul frère échappe au massacre, Håkon. Mais Håkon ne survit pas grâce à sa force ou à sa ruse. Il survit simplement parce qu'il n'est pas en Norvège. Håkon a été envoyé en Angleterre comme otage auprès du roi Æthelstan de Wessex quand il était encore enfant. Élevé à la cour anglaise, baptisé chrétien, Håkon grandit loin des griffes de son demi-frère meurtrier. Les motivations d'Éric vont au-delà de la simple soif de pouvoir. Les psychologues modernes parleraient probablement de paranoïa pathologique. Éric voit des complots partout. Chaque frère vivant représente un danger potentiel, une épée de Damoclès au-dessus de sa tête. Il préfère commettre 18 meurtres plutôt que de risquer une seule rébellion. Gunhild encourage cette folie meurtrière. Certains historiens pensent qu'elle manipule Éric, qu'elle attise sa paranoïa pour servir ses propres ambitions. D'autres estiment qu'Éric n'a besoin d'aucune manipulation, que sa nature violente suffit amplement. La vérité se situe probablement entre les deux. Un roi brutal épaulé par une reine ambitieuse, formant ensemble un duo mortel. Le peuple norvégien observe ce bain de sang avec horreur. Harald à la belle chevelure avait unifié le pays par la force, certes, mais il avait aussi apporté une certaine stabilité. Ses fils, malgré leurs querelles, maintiennent cette unité fragile. Éric détruit tout ça. En éliminant ses frères, il décapite les structures régionales, crée un vide de pouvoir, sème le chaos. Les Jarls, ces nobles vikings qui constituent l'élite militaire, commencent à douter. Beaucoup avaient juré fidélité à Harald, pas forcément à son fils. Voir Éric massacrer sa propre famille les fait réfléchir. Que se passera-t-il quand Éric n'aura plus de frères à tuer? Qui deviendra sa prochaine cible? Les Jarls comprennent qu'un roi capable de tuer 18 membres de sa famille n'hésitera pas à éliminer des nobles qui lui déplaisent. Les Skalds, traditionnellement chargés de chanter les louanges des rois, se trouvent dans une position délicate. Comment glorifier un fratricide de cette ampleur? Certains poèmes de l'époque tentent de justifier les actions d'Éric en les présentant comme nécessaires pour maintenir l'unité du royaume. Mais même les Skalds les plus complaisants peinent à rendre ce massacre acceptable. Une fois ses frères éliminés, Éric contrôle théoriquement toute la Norvège.
Mais contrôler un territoire et régner efficacement sont deux choses différentes. Éric découvre rapidement que tuer 18 personnes ne suffit pas à garantir la loyauté de tout un peuple. Le nouveau roi impose un régime brutal. Les taxes augmentent drastiquement. Harald à la belle chevelure avait déjà instauré des impôts qui mécontentaient beaucoup de Norvégiens. Mais Éric va encore plus loin. Il a besoin d'argent pour maintenir son armée, pour récompenser les guerriers qui l'ont aidé à éliminer ses frères, pour financer ses expéditions vikings. Les paysans norvégiens subissent le poids de cette politique fiscale. Avant l'unification par Harald, beaucoup possédèrent leurs terres en toute liberté. Harald avait imposé un système où tous les propriétaires devaient payer une taxe au roi. Éric durcit encore ce système. Les propriétaires terriens qui ne peuvent pas payer voient leurs terres confisquées. Certains perdent tout du jour au lendemain, devenant paysans sur des terres qui leur appartenaient depuis des générations. Cette politique provoque un exode massif. Des familles entières fuient de la Norvège pour échapper à la tyrannie d'Éric. Certains partent vers l'Islande, cette île volcanique encore peu peuplée qui offre des terres vierges. D'autres se dirigent vers les îles Féroé, l'Écosse, l'Irlande ou la Normandie. Les sagas islandaises, rédigées bien plus tard, attribuent en grande partie le peuplement de l'Islande à cette fuite devant l'oppression des rois norvégiens, en particulier Harald et Éric. Éric règne par la peur. Il établit un réseau d'informateurs pour surveiller les jarls et les chefs locaux. Toute critique, même mineure, peut mener à l'exécution. Le roi n'hésite pas à faire des exemples publics pour maintenir l'ordre. Un jarl surpris à critiquer la politique royale se retrouve décapité devant sa propre hall, sa famille réduite en esclavage. Gunhild continue à jouer un rôle central dans le gouvernement. Elle assiste Éric dans toutes ses décisions importantes. Beaucoup la craignent plus que le roi lui-même. Les rumeurs sur ses pouvoirs de sorcière se multiplient. On raconte qu'elle peut tuer un homme à distance par ses sorts, qu'elle voit l'avenir dans les entrailles d'animaux sacrifiés, qu'elle commande aux esprits malveillants. Cette réputation de sorcière sert en réalité les intérêts du couple royal. La peur de la magie renforce le contrôle d'Éric sur la population. Personne ne veut risquer d'attirer la colère de Gunhild. Les opposants potentiels réfléchissent à 2 fois avant d'agir, craignant non seulement les guerriers d'Éric, mais aussi les pouvoirs occultes de sa femme. Le règne d'Éric ne dure que 5 ans environ, dont 2 ou 3 après la mort de son père. Ces quelques années suffisent pour que le peuple norvégien le haïsse profondément. Contrairement à Harald qui, malgré ses défauts, avait su inspirer un certain respect, Éric ne génère que crainte et dégoût. Les problèmes s'accumulent. Les régions autrefois gouvernées par les frères d'Éric manquent de direction. Le roi ne peut pas être partout à la fois. Des bandits profitent du chaos pour piller les campagnes. Des conflits frontaliers éclatent avec les royaumes voisins. La Norvège, unifiée quelques décennies plus tôt, menace de se fragmenter à nouveau. Éric doit aussi gérer les menaces extérieures. Des Vikings exilés, parmi ceux qui ont fui son règne, établissent des bases dans les îles Shetland, les Orcades et les Hébrides. De là, ils lancent des raids contre la côte norvégienne. Harald avait nettoyé ses refuges de pirates durant son règne, mais sous Éric, ils reviennent en force. Le roi doit organiser des expéditions coûteuses pour repousser ces attaques. La situation économique se dégrade. Les routes commerciales qui fonctionnaient sous Harald deviennent dangereuses. Les marchands hésitent à traverser un royaume aussi instable. Les jarls qui contrôlent les ports voient leurs revenus diminuer. Même ceux qui ont soutenu Éric au début commencent à douter. Les sagas norvégiennes de l'époque dépeignent Éric comme un tyran sanguinaire, un roi qui préfère la hache à la diplomatie. Cette image n'est pas seulement de la propagande anti-Éric rédigée après sa chute. Les sources contemporaines, notamment les poèmes skaldiques, confirment sa brutalité. Un poème le décrit comme un roi dont la hache boit plus que les hommes ne boivent de bière. Le couple royal a 8 fils ensemble. Harald, Gamle, Guttorm, Ragnfred, Ragnvald, Erling, Gudrod et Sigurd. Éric voit dans ses fils la continuation de sa lignée, des futurs rois qui perpétueront son nom. Il ne réalise pas que son règne catastrophique compromet déjà leur avenir. Les jarls les plus importants commencent à se réunir en secret. Ils discutent de l'avenir de la Norvège. Tous constatent le même problème. Éric est un désastre pour le pays. Ses massacres, sa tyrannie, sa politique fiscale ruineuse poussent la Norvège vers l'abîme. Quelque chose doit changer. Ces nobles savent qu'ils ne peuvent pas simplement assassiner Éric. Il est trop bien protégé. Ses guerriers, trop loyaux. De plus, tuer un roi, même détesté, crée toujours des problèmes de légitimité. Ils ont besoin d'une alternative, d'un autre candidat au trône qui puisse rallier le peuple norvégien. C'est alors qu'ils pensent à Håkon, le demi-frère d'Éric qui vit toujours en Angleterre. Håkon n'a pas participé au massacre des frères.
Il a grandi dans une cour chrétienne, loin des intrigues sanglantes norvégiennes. Les Jarls envoient discrètement des émissaires en Angleterre pour contacter le jeune prince. Håkon écoute ces émissaires avec intérêt. Il apprend l'état désastreux de la Norvège sous Éric. Il apprend aussi que le peuple et les nobles sont prêts à le soutenir s'il rentre pour réclamer le trône. Håkon, qui a reçu une éducation chrétienne et une formation militaire en Angleterre, se sent prêt pour ce défi. Le roi Æthelstan d'Angleterre, qui a élevé Håkon comme son fils adoptif, soutient le projet. Il voit l'opportunité de placer un roi pro-anglais sur le trône norvégien. Æthelstan fournit à Håkon des navires, des hommes et des armes pour son expédition. Éric apprend rapidement que son demi-frère prépare une invasion. Sa réaction révèle son état d'esprit. Au lieu de chercher à rallier le peuple et les nobles, il intensifie sa répression. De nouvelles taxes sont levées pour financer la guerre à venir. Les opposants présumés sont exécutés préventivement. Éric transforme la Norvège en camp retranché. Mais cette stratégie se retourne contre lui. Chaque nouvelle atrocité pousse davantage de Norvégiens vers Håkon. Les Jarls qui hésitaient encore font leur choix. Même certains guerriers d'Éric commencent à douter. Pourquoi mourir pour un roi que tout le monde déteste? En 935, Håkon débarque en Norvège avec sa flotte. Éric s'attend à une bataille sanglante, à une guerre civile qui ravagera le pays. Mais la réalité le prend de court. Personne ne veut se battre pour lui. Les Jarls qui avaient juré fidélité à son père se rallient massivement à Håkon. Les guerriers désertent. Les régions contrôlées par Éric se déclarent une à une en faveur du nouveau prétendant. Éric réalise soudain l'ampleur de sa catastrophe. En 5 ans de règne brutal, il a réussi l'exploit de se mettre à dos absolument tout le monde. Même Gunnhild, avec tous ses prétendus pouvoirs magiques, ne peut rien contre une révolte générale. Les sources divergent sur les détails de la chute d'Éric. Certaines sagas racontent qu'Éric, voyant qu'il ne peut pas gagner, convoque lui-même Håkon et lui cède le trône volontairement. Cette version semble peu crédible. Plus probablement, Éric comprend qu'il n'a aucune chance et fuit avant que Håkon ne le capture. D'autres sources affirment que des combats ont eu lieu, mais qu'Éric a été rapidement vaincu et contraint à l'exil. Dans tous les cas, le résultat est le même. Après seulement 5 ans de règne chaotique, Éric à la hache sanglante perd son royaume sans vraiment combattre. L'ironie est cruelle pour un homme qui a tué 18 personnes pour conserver ce pouvoir. Éric, Gunnhild et leurs 8 fils fuient vers les îles Orcades au nord de l'Écosse. Ces îles, dominées par les Vikings depuis des générations, offrent un refuge temporaire. Les Jarls locaux, probablement impressionnés par la réputation d'Éric ou intimidés par elle, le reconnaissent comme roi des Orcades. Mais Éric n'est pas homme à accepter la défaite. Depuis les Orcades, il commence à planifier sa revanche. Gunnhild le pousse à reconquérir la Norvège. Leurs fils, encore jeunes, grandissent en entendant leur père jurer de reprendre son trône. La famille royale en exil rêve de retour triomphal. Éric lance plusieurs expéditions contre la Norvège. Il rassemble des guerriers vikings dans les Orcades, au Danemark, en Irlande. Mais Håkon, qui se fait désormais appeler Håkon le Bon, s'avère un bien meilleur roi qu'Éric. Le peuple norvégien le soutient fermement. Les attaques d'Éric échouent les unes après les autres. Ces échecs répétés ruinent Éric financièrement. Organiser des expéditions coûte cher. Les guerriers veulent être payés, les navires entretenus, les armes achetées. Éric dépense tout ce qu'il a dans ces tentatives infructueuses. Gunnhild, qui avait apporté une dot considérable lors de leur mariage, voit sa fortune s'évaporer. La situation devient intenable aux Orcades. Éric a besoin de nouvelles ressources, d'une nouvelle base. C'est alors qu'une opportunité se présente en Angleterre. Le royaume viking de Jorvik, York, dans le nord de l'Angleterre, cherche un nouveau roi. Cette région, conquise par les Vikings un siècle plus tôt, maintient une identité scandinave forte malgré la pression des rois anglo-saxons du sud. Les Vikings de Jorvik, probablement conscients de la réputation guerrière d'Éric, l'invitent à devenir leur roi. Pour Éric, c'est une bouée de sauvetage. Certes, ce n'est pas la Norvège, mais c'est un royaume. Il accepte immédiatement. Éric et sa famille s'installent à York en 948. La ville, avec ses fortifications, son commerce actif et sa population majoritairement scandinave, leur offre un nouveau départ. Éric se fait probablement baptiser chrétien peu après son arrivée, davantage par calcul politique que par conviction religieuse. L'évêque local, Wulfstan, soutient le nouveau roi. Mais même en Angleterre, la malchance poursuit Éric. Le roi Éadred de Wessex, qui cherche à étendre son contrôle sur toute l'Angleterre, voit d'un mauvais œil ce roi viking à York. En même temps, Olaf Kvaran, roi viking de Dublin, revendique aussi York pour lui-même. Éric se retrouve pris entre deux feux.
Le premier règne d'Éric à York dure à peine 1 an. En 948, il est déjà chassé. Les habitants de Northumbrie, après avoir goûté à son style de gouvernement brutal, décident qu'ils en ont assez. Eadred en profite pour envahir la région et imposer son autorité. Éric fuit à nouveau, retournant probablement aux Orcades. Pendant les années suivantes, Éric et sa famille errent entre différents refuges vikings. Les Orcades, le Danemark, peut-être l'Irlande. Gunnhild tente d'obtenir le soutien de son frère présumé, Harald Bluetooth, roi du Danemark. Mais même les Danois hésitent à s'impliquer dans les affaires d'un roi déchu qui accumule les échecs. En 952, une nouvelle opportunité se présente à York. Les habitants de Northumbrie, mécontents du gouvernement anglo-saxon, rappelle Éric. Le roi déchu retourne donc en Angleterre pour son second règne. Cette fois, il semble avoir appris de ses erreurs. Il adopte un style de gouvernement moins brutal, tente de gagner le soutien local. Mais les ennemis d'Éric ne dorment jamais. Eadred de Wessex prépare une nouvelle intervention. Olaf Kvaran, toujours à Dublin, attend sa chance. Les nobles locaux de Northumbrie, dont le comte Ossulf de Bamberg, conspirent dans l'ombre. Tout le monde veut la tête d'Éric. Le second règne dure 2 ans, jusqu'en 954. C'est plus que le premier, mais la situation reste précaire. Éric doit constamment manœuvrer entre les différentes factions, apaiser les uns sans s'aliéner les autres. Gunnhild continue à le conseiller, mais même sa sorcellerie présumée ne peut rien contre des forces politiques aussi puissantes. Les fils d'Éric grandissent dans cette instabilité. Harald, l'aîné, a déjà la vingtaine. Il observe son père lutter pour maintenir un pouvoir qui lui échappe constamment. Cette expérience forge le caractère des jeunes princes. Ils apprennent que le pouvoir ne se garde pas seulement par la force brute, mais aussi par la ruse et la diplomatie. L'année 954 marque la fin de l'histoire d'Éric. Les habitants de Northumbrie, lassés des conflits constants, décident qu'ils en ont assez de leur roi viking. Une coalition se forme contre Éric, rassemblant à la fois des nobles anglo-saxons et des vikings mécontents. Le comte Ossulf de Bamberg et Maccus, fils d'Olaf Kvaran, s'allient pour éliminer définitivement le problème Éric. Les détails exacts de ce qui suit restent débattus. Selon Roger de Wendover, chroniqueur anglais, Éric est trahi par Ossulf. Le comte, qui prétendait soutenir le roi, révèle en réalité l'emplacement d'Éric à ses ennemis. D'autres sources suggèrent qu'Éric, sentant le danger, tente de fuir York avec sa garde personnelle. Ce qui est certain, c'est qu'Éric et ses hommes se retrouvent dans une position désespérée quelque part près de Stainmore, dans le Westmoreland, une région isolée et montagneuse. Peut-être cherchait-il à rejoindre les Orcades par la route terrestre. Peut-être espérait-il se cacher le temps que la situation se calme. On ne le saura jamais. Les forces de Maccus les interceptent. Une bataille éclate dans ce lieu désolé. Éric, malgré toutes ces années de raids et de combats, se retrouve pris au piège. Ses guerriers, moins nombreux et peut-être moins motivés après tant d'échecs, ne peuvent pas repousser l'attaque. Les chroniques rapportent qu'Éric meurt en combattant. Certaines sources affirment qu'il tombe aux côtés de 5 autres rois, suggérant qu'il ne voyageait pas seul, mais avec des alliés. D'autres versions le font mourir isolé, abandonné même par ses plus fidèles compagnons. Une saga mentionne qu'Éric aurait continué ses raids jusqu'en Espagne et serait mort là-bas, mais cette version semble moins crédible. La tradition locale anglaise situe la sépulture d'Éric à un endroit appelé Ray Cross, à Stainmore. Une croix de pierre marque prétendument l'emplacement où le dernier roi viking de York a été enterré. Des fouilles archéologiques menées dans les années 1980 n'ont révélé aucun ossement, mais l'absence de preuves ne prouve pas l'absence. Après plus de 1000 ans, tout reste organique aurait disparu. Gunnhild, qui a probablement survécu à son mari, commande un poème skaldique en l'honneur d'Éric. Ce poème, appelé Eiriksmal, décrit l'arrivée du roi défunt au Valhalla. Dans ce récit épique, Odin lui-même prépare la grande salle pour accueillir Éric. Les Valkyries versent le vin. Les héros morts attendent leurs nouveaux compagnons. Le poème demande « Quel est ce rêve ? Je pensais me lever avant l'aube pour préparer le Valhalla pour les troupes d'assassins. » Odin, dans sa sagesse, reconnaît un grand guerrier qui approche. Que le Dieu suprême considère réellement Éric comme digne du Valhalla reste une question ouverte. Tuer ses propres frères n'est généralement pas considéré comme un acte héroïque dans la morale viking. La mort d'Éric marque la fin du royaume viking de York. Les anglo-saxons reprennent définitivement le contrôle de la Northumbrie. Eadred de Wessex intègre la région dans son royaume. Les Vikings de York deviennent progressivement des sujets anglo-saxons. L'ère des rois vikings en Angleterre s'achève avec Éric. Mais l'histoire de sa famille ne se termine pas à Stainmore.
Gunhild et ses 8 fils survivent. La veuve et ses enfants retournent en Norvège, décidés à continuer le combat contre Håkon le Bon. Gunhild n'a rien perdu de son ambition ni de sa ruse. Avec l'aide de Harald Bluetooth, roi du Danemark, probablement son frère ou un proche parent, Gunhild organise plusieurs expéditions contre Håkon. Ses fils grandissent avec un seul objectif, reprendre le trône que leur père a perdu. Cette vendetta familiale empoisonne la Norvège pendant des années. En 961, Håkon le Bon tombe finalement lors de la bataille de Fitjar. Les fils d'Éric devenus adultes saisissent leur chance. Harald Grøfell, l'aîné, monte sur le trône norvégien, soutenu par ses frères. Ils règnent conjointement, formant une sorte de collège royal. Gunhild, désormais surnommée Konungamodir, mère des rois, exerce une influence considérable sur ses fils. Mais ces fils d'Éric répètent les erreurs de leur père. Leur règne est brutal, impopulaire. En 970, Harald Grøfell est tué par un rival, Harald le Doré. La famille est à nouveau renversée. Gunhild fuit vers le Danemark. Selon certaines sources, elle y est tuée en 977 sur ordre de Harald Bluetooth, noyée rituellement dans une tourbière, probablement pour contrôler ses prétendus pouvoirs de sorcière, même après la mort. L'histoire d'Éric à la hache sanglante pose une question fondamentale. Comment un homme peut-il massacrer 18 membres de sa famille et s'attendre à régner en paix? La réponse est simple, il ne le peut pas. Éric a détruit sa propre légitimité avant même de commencer à gouverner. Les chroniqueurs médiévaux voient dans l'histoire d'Éric un avertissement moral. Snorri Sturluson, qui rédige ses sagas royales 2 siècles après les événements, décrit Éric comme l'exemple parfait du mauvais roi. Il le contraste avec Håkon le Bon, présenté comme un souverain juste et aimé. Cette dichotomie est probablement simplifiée, mais elle contient une part de vérité. Éric incarne un type de pouvoir fondé uniquement sur la violence. Il croit que la force brute suffit à maintenir l'ordre. Il se trompe. La force peut conquérir un royaume, mais elle ne peut pas le gouverner. Sans légitimité, sans le soutien du peuple et des nobles, même le guerrier le plus redoutable finit renversé. Le surnom hache sanglante lui-même mérite réflexion. Il provient peut-être de ses raids vikings, de sa cruauté au combat. Mais il évoque surtout le sang de sa propre famille. Ce surnom le poursuit partout, définit son règne, résume son existence. Éric n'est pas le conquérant, le bâtisseur ou le sage. Il est simplement le fratricide. Les sagas islandaises, particulièrement hostiles à Éric, contiennent probablement des exagérations. Les Islandais détestaient les rois norvégiens qui avaient causé l'exil de leurs ancêtres. Gunhild, en particulier, devient dans ces récits une figure presque démoniaque, une sorcière maléfique, tout droit sortie d'un conte de fées. La réalité historique est probablement plus nuancée. Gunhild était certainement une femme ambitieuse et intelligente. Peut-être pratiquait-elle effectivement le saïdr, magie nordique, ce qui n'était pas inhabituel pour les femmes de haut rang à l'époque viking. Mais la transformer en super-vilaine relève plus de la propagande que de l'histoire. Éric lui-même était probablement un homme profondément paranoïaque, convaincu que tout le monde en voulait à son pouvoir. Cette paranoïa peut être justifiée dans le contexte brutal de la politique scandinave du Xe siècle, l'a poussé à des extrêmes qui se sont retournés contre lui. En essayant d'éliminer toute menace, il est devenu la menace principale pour son propre règne. La question du nombre exact de victimes reste débattue. Les sources parlent de 18 frères tués, mais certains historiens modernes pensent que ce chiffre est symbolique plutôt que littéral. Peut-être Éric n'a-t-il tué que 5 ou 6 frères, qui représentèrent de véritables menaces. Les autres seraient morts de causes naturelles ou dans des conflits non liés à Éric. Pourtant, même si on réduit le décompte, le tableau reste accablant. Éric a délibérément éliminé plusieurs membres de sa propre famille pour conserver le pouvoir. Cette réalité suffit à expliquer sa réputation monstrueuse. L'impact à long terme d'Éric sur l'histoire scandinave est paradoxalement limité. Son règne catastrophique de 5 ans en Norvège n'a pas fondamentalement changé le pays. Håkon le Bon a pu restaurer relativement rapidement l'ordre et la stabilité. Les fils d'Éric ont régné quelques années, mais sans laisser de marque durable. La principale contribution d'Éric à l'histoire est peut-être négative. Il a démontré comment ne pas gouverner. Les rois norvégiens ultérieurs ont probablement gardé son exemple en tête comme avertissement. Le massacre familial comme stratégie politique s'est révélé désastreux. Dans la culture populaire moderne, Éric est devenu une figure de la mythologie viking. La série télévisée Vikings mentionne son histoire. Des romans historiques romantisent ses aventures. Son surnom évocateur, la hache sanglante, fascine toujours.
On retrouve son nom dans les arbres généalogiques de nombreuses familles nobles européennes qui revendiquent fièrement leur ascendance viking en se rattachant à lui. Cette fascination moderne pour Erik révèle quelque chose sur nous. Nous sommes attirés par les figures sombres, par les méchants historiques. Erik incarne une violence primitive que notre civilisation a officiellement rejetée, mais qui continue à nous fasciner secrètement. Il représente l'antithèse des valeurs modernes, brutalité plutôt que raison, force plutôt que diplomatie, instinct plutôt que loi. Les historiens continuent à débattre de nombreux aspects de sa vie. Erik a-t-il vraiment régné à York, ou s'agissait-il d'un autre viking du même nom? Claire Downham, historienne spécialiste de cette période, a suggéré que le roi de Northumbrie pourrait être un homonyme de la dynastie hiberno-scandinave des Uí-Ímair. Cette théorie reste minoritaire, mais elle montre à quel point les sources sont incertaines. Les poèmes skaldiques contemporains d'Erik fournissent quelques informations, mais ils sont fragmentaires et parfois contradictoires. Les sagas, rédigées 2 ou 3 siècles après les événements, contiennent certainement des embellissements et des inventions. Les chroniques anglo-saxonnes mentionnent brièvement Erik, mais sans détails significatifs. Cette incertitude historique permet toutes sortes d'interprétations. Certains voient en Erik un roi injustement maltraité par l'historiographie, un guerrier viking typique de son époque jugé par des standards chrétiens ultérieurs. D'autres le considèrent comme authentiquement monstrueux, même pour les standards vikings brutaux. La vérité se situe probablement entre ces extrêmes. Erik était un produit de son temps et de sa culture. La violence faisait partie intégrante de la société viking. Les luttes pour le pouvoir étaient sanglantes, les fratricides pas si rares. Mais même dans ce contexte, Erik semble avoir dépassé les bornes de ce qui était acceptable. Que pouvons-nous apprendre de l'histoire d'Erik à la hache sanglante? Première leçon évidente, le pouvoir obtenu par le meurtre de masse de sa propre famille ne dure jamais. Erik a cru qu'en éliminant toute opposition, il garantissait son règne. Il a découvert au contraire que chaque meurtre créait de nouveaux ennemis, de nouvelles rancœurs. Les nobles qui ont vu Erik massacrer ses frères se sont immédiatement demandé « Serons-nous les prochains ?» Cette peur a transformé des alliés potentiels en opposants. Personne ne voulait servir un roi capable de tuer si facilement sa propre famille. Si Erik pouvait éliminer 18 frères, pourquoi hésiterait-il à tuer quelques jarls? Deuxième leçon. La brutalité peut conquérir, mais elle ne peut pas gouverner. Erik était probablement un excellent guerrier. Ses raids vikings en Russie, en Écosse et en Irlande le prouvent. Mais être un bon guerrier ne fait pas automatiquement un bon roi. Gouverner requiert des compétences différentes. Diplomatie, compromis, capacité à inspirer la loyauté plutôt que la peur. Harald à la belle chevelure, malgré ses défauts, avait compris cela. Après avoir unifié la Norvège par la force, il avait su distribuer des terres à ses fils, créer des alliances, maintenir un équilibre précaire mais fonctionnel. Erik a détruit cet équilibre en quelques mois. Troisième leçon, un roi a besoin de légitimité. Erik avait la légitimité dynastique. Il était le fils d'Harald, désigné par son père comme successeur. Mais cette légitimité formelle ne suffisait pas. Il lui manquait la légitimité populaire, le soutien des nobles, l'acceptation du peuple. Håkon, élevé en Angleterre et sans expérience de gouvernement norvégien, possédait ce que Erik n'avait pas. Il était vu comme une alternative positive, un espoir de changement. L'histoire d'Erik illustre aussi les dangers de la paranoïa au pouvoir. Un dirigeant paranoïaque voit des ennemis partout, ce qui le pousse à des actions brutales qui créent de véritables ennemis. Erik était probablement justifié de craindre certains de ses frères, mais en les tuant tous, il a transformé toute la Norvège en ennemi. Le rôle de Gunhild dans cette histoire reste ambigu. A-t-elle manipulé Erik, attisant sa paranoïa pour servir ses propres ambitions? Ou était-elle simplement une épouse loyale qui soutenait son mari dans ses décisions? Les sources hostiles la présentent comme la méchante sorcière, mais cette image reflète probablement plus la misogynie médiévale que la réalité historique. Ce qui est certain, c'est que Gunhild était une femme exceptionnellement déterminée. Après la mort d'Erik, elle continue à se battre pendant des décennies. Elle élève 8 fils, maintient leurs prétentions au trône, orchestre finalement leur accession au pouvoir. Cette persévérance mérite le respect, même si ses méthodes restent discutables. L'exil d'Erik montre comment même un roi puissant peut perdre tout son pouvoir en quelques années. De souverain de toute la Norvège, Erik devient un réfugié errant entre différentes cours vikings. Son titre de roi devient presque dérisoire quand personne ne le reconnaît. Cette chute rapide et totale rappelle la précarité du pouvoir dans le monde viking. La mort d'Erik à Steinmore met fin à une vie marquée par la violence.
Il a vécu par l'épée et meurt par l'épée, comme le veut le cliché. Mais sa mort ne résout rien. Ses fils continuent la lutte, perpétuant le cycle de violence qui définit l'histoire de leur famille. Le fait que les fils d'Éric réussissent finalement à conquérir la Norvège en 961, 7 ans après la mort de leur père, soulève des questions intéressantes. Peut-être Éric était-il simplement en avance sur son temps? Peut-être que sa stratégie d'élimination des rivaux était correcte mais mal exécutée? Non, le succès temporaire de ses fils ne justifie pas les méthodes d'Éric. Harald Grofell et ses frères ne règnent que 9 ans avant d'être renversés à leur tour. Ils répètent les erreurs de leur père, gouvernant brutalement, s'aliénant le peuple et les nobles. Leur chute prouve que les méthodes d'Éric ne fonctionnent pas sur le long terme. L'histoire viking est remplie de conflits fratricides. Les fils de Ragnar Lodbrok se battent entre eux. Les descendants de Rollo en Normandie s'entretuent régulièrement. La culture viking, avec sa valorisation de la force et de l'ambition, créait naturellement ce genre de conflit. Mais même dans ce contexte violent, Éric se distingue par l'ampleur de ses massacres. Comparé à d'autres rois meurtriers de l'histoire, Ivan le Terrible de Russie, Henri VIII d'Angleterre, les empereurs romains les plus fous, Éric semble presque amateur. Il tue 18 personnes, ce qui est horrible, mais certains dirigeants ont massacré des milliers. La différence est qu'Éric tue sa propre famille, ce qui touche quelque chose de profond dans la psyché humaine. Le tabou du fratricide existe dans presque toutes les cultures. Caïn et Abel, Romulus et Rémus, les mythes fondateurs de nombreuses civilisations incluent des fratricides qui sont invariablement présentés comme des actes monstrueux. Éric viole ce tabou fondamental non pas une fois, mais 18 fois. C'est ce qui fait de lui un monstre aux yeux de ses contemporains. Les Vikings pourtant n'étaient pas particulièrement sentimentaux concernant les liens familiaux. Les sagas regorgent d'histoires de vendetta familiale, de trahison entre parents. Mais il existait quand même des limites. Tuer un frère en combat loyal était une chose. Massacrer méthodiquement 18 frères pour éliminer toute opposition était autre chose. La religion jouait aussi un rôle. Les Vikings païens croyaient que tuer un membre de sa famille attirait la colère des dieux. Le sang familial versé polluait le tueur, créait une souillure spirituelle difficile à effacer. Éric, en tuant tous ses frères, s'est condamné spirituellement aux yeux de ses contemporains païens. L'arrivée du christianisme en Scandinavie, quelques décennies après la mort d'Éric, a changé ses perceptions. Les chroniqueurs chrétiens qui ont raconté son histoire plus tard l'ont jugé selon leurs propres standards moraux. Pour eux, Éric incarnait tout ce qui était mauvais dans le paganisme viking, violence, brutalité, absence de pitié. Cette interprétation chrétienne a façonné l'image d'Éric dans l'histoire. Il est devenu le parfait méchant païen, l'antithèse du bon roi chrétien. Håkon le Bon, malgré son retour au paganisme après son arrivée en Norvège, était présenté positivement parce qu'il avait reçu une éducation chrétienne. Cette dichotomie simpliste a probablement déformé la réalité historique. Néanmoins, même en tenant compte de ces distorsions, le verdict historique sur Éric reste accablant. C'était un mauvais roi. Ses 5 années de règne en Norvège ont causé plus de problèmes qu'elles n'en ont résolu. Son exil et sa mort en Angleterre marquent l'échec complet de sa vie politique. Son seul véritable succès est d'avoir laissé une descendance qui a temporairement régné sur la Norvège. Mais ce succès posthume est mitigé, puisque ses fils ont été aussi impopulaires et inefficaces que lui. La lignée d'Éric s'éteint rapidement dans la violence et le chaos qu'elle a elle-même créé. Éric à la hache sanglante meurt à Steinmore en 954, seul, trahi, loin du royaume qu'il convoitait. Sa vie illustre parfaitement comment l'ambition excessive et la brutalité peuvent mener à la destruction. Il avait tout pour réussir, naissance noble, formation militaire, soutien initial de son père, ressources considérables. Il a tout perdu à cause de ses propres choix. Le massacre de ses frères, loin d'assurer son pouvoir, l'a condamné. Chaque meurtre créait de nouveaux ennemis, alimentait de nouvelles rancœurs. Éric pensait résoudre ses problèmes par la violence. Il a découvert que la violence ne fait que créer plus de problèmes. Son règne catastrophique de 5 ans en Norvège a laissé le pays affaibli et divisé. Håkon le Bon a dû passer des années à réparer les dégâts causés par Éric. Les taxes écrasantes, les confiscations arbitraires, la terreur constante, tout cela a érodé la confiance du peuple envers l'institution monarchique. L'exil d'Éric aux Orcades, puis à York, montre la dégradation progressive de son statut. De roi de toute la Norvège, il devient un souverain local dans des îles perdues, puis un roi contesté d'un petit royaume anglais, puis un exilé errant, puis finalement un cadavre dans une lande désolée. Sa trajectoire descendante est presque parfaite dans sa symétrie tragique. Gunhild, sa femme, survit et continue le combat.
Sa loyauté envers Éric, même après sa mort, est remarquable. Elle consacre le reste de sa vie à restaurer la dynastie de son mari. Cette détermination force le respect, même si on désapprouve ses méthodes et ses objectifs. Les 8 fils d'Éric grandissent dans l'ombre d'un père célèbre pour toutes les mauvaises raisons. Ils portent le poids de son héritage maudit. Quand ils parviennent finalement à conquérir la Norvège en 961, ils découvrent la même chose que leur père. Tuer pour obtenir le pouvoir ne garantit pas de le garder. L'histoire d'Éric pose une question morale fondamentale. La fin justifie-t-elle les moyens? Éric aurait répondu oui sans hésiter. Il croyait que son but, unifier la Norvège sous son autorité, justifiait tous les moyens, y compris le massacre de sa propre famille. L'histoire a tranché. Il avait tort. Le surnom Hache sanglante résume parfaitement sa vie et son règne. Ce n'est pas un titre honorifique célébrant sa bravoure au combat. C'est un stigmate, une marque d'infamie qui le définit pour l'éternité. Éric sera toujours le roi qui a tué ses frères, jamais le grand conquérant ou le sage législateur. La tradition qui situe sa tombe à Récross, à Steinmore, témoigne de l'impact durable de sa mort. Plus de 1000 ans après, les gens se souviennent encore de l'endroit où le dernier roi viking de York est tombé. Cette mémoire persistante montre l'importance symbolique d'Éric dans l'histoire anglo-scandinave. Pour les Vikings médiévaux, l'histoire d'Éric servait d'avertissement. Elle montrait ce qui arrivait aux rois qui violaient les normes fondamentales de comportement. Elle rappelait que même le plus puissant guerrier pouvait perdre tout son pouvoir s'il perdait le respect de son peuple. Pour nous, aujourd'hui, l'histoire d'Éric reste pertinente. Elle illustre les dangers du pouvoir autocratique, de la paranoïa politique, de la violence comme outil de gouvernance. Ces leçons dépassent largement le contexte viking du Xe siècle. Elle parle de vérités humaines universelles. Éric à la hache sanglante n'était pas le pire dirigeant de l'histoire. Il n'a pas causé la mort de millions de personnes. Il n'a pas détruit des civilisations entières. Mais il reste une figure fascinante précisément à cause de son échec. Il avait toutes les cartes en main et a quand même perdu. Sa chute spectaculaire, causée par ses propres défauts, en fait un personnage presque tragique. Dans les sagas islandaises, Éric devient un personnage mythologique, presque un monstre. Cette transformation reflète comment l'histoire se transforme en légende. L'Éric réel, avec ses motivations complexes et ses faiblesses humaines, disparaît derrière l'image du fratricide sanglant. Cette image simplifiée est plus facile à raconter, plus facile à comprendre. Mais si on regarde au-delà du mythe, on trouve un homme qui a fait des choix terribles pour des raisons qu'il croyait bonnes. Éric pensait sincèrement que tuer ses frères garantirait la stabilité de son règne. Il se trompait complètement, mais son erreur venait d'une logique politique, pas d'une folie pure. Cette compréhension ne justifie pas ses actes. 18 meurtres restent 18 meurtres, quelle que soit la justification. Mais elle nous aide à comprendre comment un être humain peut commettre de telles atrocités. Éric n'était pas un monstre né, juste un homme qui a fait des choix monstrueux. Sa mort à Steinmore, seul et trahi, semble presque être une justice poétique. L'homme qui a trahi sa propre famille meurt à cause d'une trahison. Le roi qui a gouverné par la peur meurt dans la peur. Le guerrier qui a vécu par la violence meurt violemment. Mais cette justice poétique n'offre aucun réconfort à ses victimes. Les 18 frères d'Éric restent morts, leurs descendants privés d'héritage, leur lignée éteinte. Les Norvégiens qui ont souffert sous son règne ne sont pas vengés par sa mort en Angleterre. L'histoire d'Éric est une tragédie sans catharsis, une histoire sombre sans vraie fin heureuse. Même le succès temporaire de ses fils en 961 ne rachète pas les crimes de leur père. Il répète ses erreurs, perpétue son héritage de violence. La dynastie fondée par Harald à la belle chevelure, qui aurait pu unir durablement la Norvège, se consume dans les flammes de la violence fratricide allumée par Éric. Voilà l'héritage final d'Éric à la hache sanglante, la destruction. Il a détruit sa famille, son royaume, sa propre vie. Il a transformé son surnom en malédiction. Il est entré dans l'histoire non comme un grand roi, mais comme un exemple de tout ce qu'un dirigeant ne devrait pas être. Et pourtant, plus de 1000 ans après sa mort, nous parlons encore de lui. Son histoire continue à fasciner, à horrifier, à enseigner. Dans ce sens, Éric a obtenu une forme d'immortalité. Pas celle qu'il cherchait, gloire et pouvoir éternel, mais une immortalité plus sombre, celle du méchant légendaire dont l'histoire sert d'avertissement aux générations futures. Éric à la hache sanglante, le roi qui a tué 18 de ses frères pour régner 5 ans, avant de perdre tout son pouvoir et mourir en exil. Une vie de violence qui n'a mené qu'à la défaite. Une ambition démesurée qui n'a produit que la ruine. Un nom qui résonne encore aujourd'hui comme un rappel que la cruauté ne paie jamais sur le long terme.
Son histoire se termine à Steinmore en 954, mais ses échos résonnent encore à travers les siècles, nous rappelant les dangers du pouvoir sans conscience, de l'ambition sans limite, de la violence comme seule réponse aux problèmes politiques. Éric est mort, mais les leçons de sa vie catastrophique restent éternellement vivantes.